Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. C'est la saison des festivals, c'est la saison des salons de livres, de littérature, etc. Et nous allons, pendant les prochaines émissions, consacrer du temps aux musiciens, aux auteurs, aux organisateurs de festivals, etc. Aujourd'hui, nous commençons avec Gigi Dominique, Jean-J. Dominique, auteur, et nous allons parler avec Gigi de son dernier livre, Tu nous manques. Gigi Dominique, qui, comme vous le savez, est journaliste. Gigi Dominique est aussi critique d'art. Aujourd'hui, c'est l'auteur que nous recevons pour parler de livres. Suis-je ou ne suis-je pas? Ce qui est sûr, c'est que je suis couché sur ce lit étroit, vêtu de ma superbe robe mauve, ma préférée, les mains croisées sur la poitrine, les yeux clos, attendant l'arrivée de ceux que j'aime, soliloquent comme je le faisais de plus en plus depuis la mort de Marcel. Mes amis disparaissant un à un, il ne me restait que mes souvenirs et la certitude que je n'ai jamais fait de mal à personne. C'est pourquoi, après un repas délicieux et la lecture d'un bon roman policier, je me suis endormi pour ne pas me réveiller. Je n'étais pas malade et j'avais toujours déclaré que je rêvais de m'endormir un soir pour ne plus me réveiller. Sans souffrance, sans douleur, si Dieu existe, j'ai été exaucé. Extrait de Tu nous manques de Jean-J. Dominique que nous recevons. Gigi, bonjour. Bonjour Pierre-Emmanuel. Gigi Dominique, est-ce un livre sur l'au-delà, les rapports avec la mort? Non, pas seulement. C'est un peu ça, parce que l'un des personnages principaux, Simone Mamona, eh bien, comme tu viens de le dire avec cet extrait, elle s'en va, tout doucement, sans douleur, et elle va continuer à veiller sur ce qu'elle aime. Et c'est cet aspect-là qui m'avait intéressée. Penser, rêver, imaginer que ceux qui sont partis continuent à être avec nous. Ils sont avec nous, mais que eux ils le savent. Ouais. C'est ça que j'ai. Comme disait l'autre, nos morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants arrêtent de penser à eux. Mais le lecteur, qu'on le veuille ou non, je ne vais pas m'attarder là-dessus, est interpellé sur la vie après la mort. C'est une invitation particulière. Et j'ai été, est-ce mon éducation judéo-chrétienne qui a fait tout ça, mais j'ai été interpellé par cet aspect-là qui prend le lecteur à la gorge dès le début. Elle m'a promis que je dormirais aux côtés de son père. Symboliquement, les cimetières de notre pays sont dévastés, à l'image de tout le reste. Même les morts ne sont plus respectés. Mon mari et moi avons demandé la crémation et la dispersion de nos cendres dans le jardin de l'ancienne maison familiale. Aujourd'hui, je sais que tout cela est dérisoire. Si je continue à être près des miens, qu'importe l'endroit où seront jetées mes cendres, je n'en saurai rien. D'ailleurs, je ne suis pas morte, mon cher époux ne l'est pas non plus. Mais où donc peut-il être comme les autres? C'est la question existentielle de la vie après la mort. Ça m'a fasciné. Donc j'ai voulu... Oui, ça c'est une chose qui me fascine aussi. Et d'ailleurs, mon prochain livre va continuer dans cette idée avec le personnage de Simone qui va revenir. Parce que j'ai un rapport avec la mort qui est assez particulier. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose après, mais j'aimerais qu'il y ait quelque chose après parce que des gens que j'aime, j'aimerais savoir si je peux les revoir, les retrouver. Bref, la mort n'est pas pour moi quelque chose d'effrayant, mais ça me passionne moi aussi. Est-ce que Gigi serait en train de revenir sur la possibilité de la vie après la mort? Pas nécessairement du paradis et de l'enfer. Non, pas de manière traditionnelle, pas en croyant qu'on a un jardin de roses si on a été gentil, et les flammes de l'enfer si on a été méchant. Non, simplement, j'aimerais qu'il y ait
Un endroit où, en plus de la mémoire de ceux qu'on aime et qui sont partis, savoir que ceux-là sont quelque part, comme Simone, flottant au-dessus de nous, observant notre vie. Et puis, ce serait agréable de le savoir. Bon, j'arrête d'insister pour laisser le lecteur aussi découvrir cet aspect qui m'a surtout interpellé. Il y a toujours, pas ce clin d'œil seulement, des fois c'est plus qu'un clin d'œil politique dans les livres de Gigi Dominique. Et là encore, j'ai trouvé que la politique a joué un rôle important, et peut-être c'est un livre à consonance, à contenu très politique. J'ai pas le choix. C'est une réalité à laquelle on échappe difficilement. Quand on est haïtien, quand on a vécu ce que j'ai vécu, quand on a connu les réalités de notre pays, même si j'ai quitté Haïti depuis 20 ans, Haïti ne me quitte jamais. Et parler d'Haïti sans faire référence à l'histoire des dernières années, à la politique, et à la situation catastrophique de notre pays, qui est liée à la politique aussi, forcément. On ne peut pas. Moi, je ne pourrais pas écrire un livre qui parlerait, je ne sais pas moi, d'une Haïti imaginaire et rose et bleu et... Ouais. Non. Sans cette urgence de dire. Non, sans cette importance accordée à la politique. La politique, je ne sais plus qui a dit, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Donc forcément. Et vous faites de la politique même en faisant le choix de dire de ne pas en faire, que vous n'en faites pas. Absolument. Des jeunes hommes avaient débarqué dans la Grand'Anse pour renverser le régime, et le gouvernement les avait traqués. 13 au départ, ils étaient 2 à la fin, arrêtés et exécutés en public. Le gouvernement Duvalier avait convié les élèves de toutes les écoles à y assister. J'étais à la maison, malgré les ordres du pouvoir. Jean-Baptiste, lui, avait désobéi à nos parents et l'avait regretté. Mon grand frère m'a raconté, j'ai pleuré en apprenant que ces hommes voulaient chasser les barbares et qu'ils l'avaient payé de leur vie. Qu'on le veuille ou non, c'est ça, on fait... là, vous faites allusion aux 13 de jeunes Haïti. C'est d'ailleurs une des rébellions contre Duvalier qui m'a marqué, parce que c'est celle que j'ai connue en quelque part. Avant, je n'étais pas consciente, après c'était autre chose, mais ceux-là, je les ai connus. J'avais l'âge où on comprend. Et Jeune Haïti, ça a été 1963, j'avais déjà 10 ans, et c'était pour moi quelque chose d'épouvantable. Et ça revient de manière récurrente dans mes histoires. C'est ça. Et évoquer le terrassement des jeunes, des 13 de Jeune Haïti, c'est évoquer la terreur, mais pas seulement la terreur dans les familles, c'est la terreur qui prenait place de plus en plus dans le pays, qui s'étalait sur le pays complètement. Complètement, parce que là aussi, les personnages du roman, ils vont connaître différents aspects de cette dictature, mais ils vont se rendre compte que ce n'est pas 13 jeunes gens, ou ce n'est pas une personne, ou ce n'est pas une ville, c'est partout. C'était partout. Et c'est ça qui pour moi est important de se rappeler. Ouais. Et fondamentalement, on revient à ce que cette dictature a eu comme effet aussi sur le pays, sur les familles, ce qui a débouché en fait, en bout de compte, sur une véritable catastrophe dont on paie encore les conséquences aujourd'hui. Dont on paie les conséquences. Ce souvenir, je sais qu'il y a un écrivain qui a dit quand on ne se souvient pas
de notre histoire, ça laisse la place à toutes les dérives. Et c'est en quelque part ça. On ne s'est pas suffisamment penché sur ces années-là pour empêcher qu'elles reviennent. Et en quelque part, comme tu dis, on est encore dans les séquelles de cette dictature. Ouais. Même 30 ans après, même 40 ans après. On va revenir sur cet aspect parce qu'à un certain moment, vers la conclusion, justement, ce devoir de mémoire, cette nécessité de transmettre la mémoire, tu es revenu là-dessus, mais il y a le plaisir du livre, et ça arrive souvent dans tes livres, c'est aussi ces coupures. Hein. Ton récit devient intense, et tu coupes avec une légèreté, comme ce souvenir. L'école était le seul endroit où je pouvais être tranquille avec mon ami Jean-Marc. Nous nous fâchions parfois pour des vétilles, comme les commérages de Carole, la plus jolie de la classe, qui faisait l'intéressante pour attirer l'attention des garçons des grandes sections. Jean-Marc l'admirait, je la trouvais idiote. Nous ne restions jamais séparés longtemps et après la réconciliation, il admettait que Carole était une pain-bêche. Jean-Marc est le seul à ne s'être jamais moqué de Philippe, enfermé dans sa tête. Pour cela, je lui pardonnais son aveuglément pour l'idiote. L'histoire de Philippe, c'est une autre question. Mais cet aspect-là, d'un langage châtié, tu pouvais devenir d'une vulgarité, Gigi Dominique. Non, mais je ne crois pas que ce soit important d'être tout le temps dans la lourdeur. Il faut de temps en temps, dans un texte, parler de réalité, oui, de choses simples, quotidien, de choses quotidiennes, de banalité. De banalité, absolument. Les enfants qui jouent dans la cour, les enfants qui vont à la rivière, qui vont se baigner à la rivière. Pour moi, c'est important d'avoir cet équilibre, parce que la vie n'est pas seulement faite de choses tragiques et difficiles, elle est aussi faite de moments de simplicité et de légèreté. Et c'est faire intervenir aussi le vernaculaire dans ce langage très châtié qu'on connaît de Gigi Dominique. Quand tu évoques la pain-bêche, j'ai éclaté de rire. Et c'est pour moi, ce sont des fenêtres de respiration à l'intérieur d'un texte qui est, somme toute, très lourd. Facile à lire, ok, mais lourd en termes de souvenirs et en termes de perspective. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire des liens non plus quand tu évoques, comme je l'ai souligné, quand tu évoques Jeune Haïti. Et plus tard, quand tu parles de ce médecin, écrivain, homme politique, le lien est vite fait et il s'appelle Jacques. Comme par hasard, il n'y a pas d'hasard. Je n'ai pas été chercher loin. C'est ça, le lien est vite fait avec Jacques-Stéphane Alexis. Mais on a senti, est-ce que c'est autobiographique? Est-ce qu'on a senti, est-ce qu'il y avait un lien entre Jacques-Stéphane Alexis et ta famille et Gigi? Bon, un petit lien, oui, mais surtout les souvenirs, parce que j'ai entendu parler de lui quand j'étais petite fille. J'ai entendu les choses. La machine à écrire, c'est authentique. Il faisait vraiment ça, il travaillait, il écrivait ses textes tout en étant médecin. Donc, oui, il y a un petit côté réel, mais j'ai évidemment imaginé. Il y a un petit côté de réalisme merveilleux. J'ai inventé tout le reste. Oui. Et c'est fascinant parce que moi aussi, j'avais entendu parler de cette histoire, de cet homme qui était sur sa machine à écrire tous les jours, y compris quand il n'avait aucune inspiration. Absolument. Et il écrivait à ce moment-là, aujourd'hui. Je n'ai pas d'inspiration. Je n'ai pas d'inspiration, aujourd'hui je n'ai rien à écrire. Ce sont, et c'est là où je dis, parce que l'histoire est aride, est une matière aride. Et c'est ce que souvent on reproche aux historiens, la manière de présenter l'histoire qui suscite un désintérêt. Alors que là, tu passes à travers une série de pans, de tableaux,
lourd, et puis tu ouvres chaque fois ces fenêtres de respiration qui permettent de rire, qui permettent d'aérer le texte. Et Gigi, pourquoi ce texte? On en arrive à la question. Pourquoi? J'arrête d'errer. Pourquoi le texte? Parce que j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de raconter ces histoires, j'ai besoin de garder la mémoire de ces histoires, de cette période. Je n'arrête pas d'y revenir. Quelqu'un m'a dit une fois, pourquoi ne pas oublier tout ça, laisser tout ça derrière vous? Parce que c'est pas possible, d'une part, et parce que ce n'est pas souhaitable. Si on oublie tout ça, je l'ai dit d'ailleurs dans un de mes anciens livres, les gens ont déjà tendance à dire « Oh, ben, c'était pas comme ça, on était bien, comme je dis dans le texte, c'était bien sous du Duvalier. » Alors, s'il n'y a pas des écrivains, des historiens aussi, qui rappellent que non, ce n'était pas bien, ou alors, pas pour tout le monde. C'est ça. On va revenir là-dessus, parce que j'ai évoqué cette conclusion tout à l'heure, et pour moi c'est important, parce qu'il y a l'aspect pédagogique aussi. L'éducatrice n'est pas loin. Il y a cet aspect pédagogique. Je vais revenir là-dessus, sur un échange intergénérationnel qui pour moi est fondamental dans la fin du texte. Mais je regarde aussi le fait que pour toi, c'était comme pour toi important, nécessaire, de rendre hommage, parce que c'est un peu un hommage que tu rends à ces gens qui ont résisté. Les 13 de jeunes Haïti, Jacques-Stéphane Alexis, etc. Parce que souvent tu évoques l'horreur. Je pense que dans l'un de tes textes, si je ne me trompe pas, tu as même évoqué le souvenir d'une chef dont on m'écoute. Ok. Et là, j'ai senti que tu voulais dire ils ne doivent pas partir pour rien. Non, non. Et ça continue. Ça continue. Je veux dire, maintenant, il y a des résistances différentes. Comme je dis, il y en a qui continuent à garder le fort. C'est différent. La réalité haïtienne, maintenant, depuis que j'ai quitté Haïti, depuis 20 ans maintenant, a changé du tout au tout. Elle est complètement bouleversante. Et ça rivalise d'horreur. Et ça rivalise. Mais en même temps, il faut se souvenir qu'il y a eu des périodes où les gens ont résisté et qu'il existe encore des gens qui résistent. Et de manière, parfois, simplement continuer à vivre, continuer à travailler. C'est une forme de résistance. C'est une forme de résistance, surtout dans le milieu actuel, dans la réalité actuelle. Dire qu'on ne quittera pas ce pays malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré l'horreur au jour le jour, c'est effectivement un acte de résistance au quotidien. Incroyable, incroyable. Ouais. Et là, on parle d'un pays où les gens sont privés de tout. On parle de liberté, de bouger, de se déplacer, mais en même temps, de cette capacité de satisfaire au primum vivere, c'est-à-dire aux besoins les plus élémentaires du quotidien. Et vivre ça, tu as raison. Et c'est d'autant plus déchirant. J'ai un ami récemment à qui je parlais qui m'a dit « je ne peux pas sortir, donc quand j'ai besoin de faire des courses, j'appelle un petit bonhomme et je lui donne l'argent pour qu'il aille m'acheter. » Je lui dis « mais et le petit bonhomme, qu'est-ce que tu le laisses en danger ?» Il me dit « je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Donc il y a à la fois cette résistance de celui qui reste au pays, mais aussi cette résistance du petit bonhomme qui a besoin de l'argent pour aller faire une course et être payé pour le faire. Donc, c'est tout ça, moi, qui me bouleverse. Les degrés de survie. Absolument. Tu sais, oui, c'est vrai. C'est une survivance de tous les instants. Et même dans ça, on se rend compte de l'inégalité criante. Tu sais, il y a des gens qui vont
évoquer cette réalité d'inégalité historique au pays, pour expliquer aussi toute cette violence qui est en train de ravager le pays. Parce que pendant longtemps, il y en a qui ont eu l'attitude, comme disait l'autre, de celui qui était dans un avion en première classe et qu'on lui disait qu'il y avait une bombe dans l'avion en seconde classe et qu'il n'était pas inquiet parce qu'il était en première classe. Voilà. Et la réalité finit par te rattraper de toute façon. Absolument. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure, je te demandais, Gigi, pourquoi avoir écrit ce livre. J'ai l'impression qu'au-delà de l'aspect historique de cette histoire immédiate, il y avait aussi pour vous un besoin de revenir sur des tranches familiales. Est-ce que je me trompe? Bon, plutôt pour parler un petit peu de vie différente. Parce que c'est ça, j'ai souvent envie de raconter des histoires. Évidemment, je suis obsédée par la période que je connais, que j'ai vécue, la période des années 50 à nos jours. Mais en même temps, j'ai envie de faire découvrir des personnages. Parce que si j'écris des romans, c'est bien pour ça. Je n'écris pas tu n'écris pas l'histoire. Je n'écris pas j'écris des romans. J'ai envie de faire découvrir des histoires d'enfants qui réagissent difficilement, des histoires de femmes qui sont courageuses et qui sont fortes. Parce que bon... Il se trouve que je préfère les personnages de femmes fortes. Et puis... comme par hasard. Comme par hasard. Et c'est ça. Elle est aussi les rapports familiaux en Haïti à cette époque que je connais, cette époque que je décris, des années 60, 70, et puis plus près de nous dans les années 2000, comment est-ce que les gens fonctionnaient les uns avec les autres. Donc pour moi, c'est aussi raconter ça. Tu sais, honnêtement, j'ai pas pu m'empêcher. Quand j'ai vu le titre, j'ai pas pu m'empêcher de penser à qui? Tu nous manques. Oui. Tu nous manques, j'ai pas pu m'empêcher de me référer à Jean. Oui. Ok. Oui. Et aussi certains passages, et c'est pour ça que j'ai dit, quelque part, il y a eu des clins d'œil par rapport aussi... Peut-être consciemment, peut-être inconsciemment. C'est vrai que le titre « Tu nous manques », quand je l'ai choisi, je me suis dit « Ah, tout le monde va croire que j'écris... » C'est ça, sur Jean. Sur Jean. Non, non, mais c'est vrai que comme tous les personnages qui ont eu une fin dramatique dans l'histoire, il nous manque, et tous ces personnages nous manquent aussi. Oui. Donc, c'est vrai. Oui, oui. Et il y a, on en arrive à cet aspect que j'ai voulu évoquer. Non, ce n'était pas mieux sous Duvalier. Les paysans n'avaient aucun recours face aux spéculateurs qui offraient des sommes dérisoires pour leur production. Les ouvriers n'avaient aucun droit face à des patrons qui leur payaient des salaires insuffisants pour nourrir une seule personne alors qu'ils étaient chefs de familles nombreuses. Les femmes ne pouvaient rien contre ces hommes influents qui les obligeaient à accepter leurs faveurs après avoir fait disparaître leurs compagnons ou leurs maris. Pour les gens vulnérables, non, ce n'était pas mieux sous Duvalier. Ce n'était pas mieux non plus pour des êtres d'exception comme Jacques Alexis ou Yvonne Rimpel, lui assassiné en tentant d'établir une guérilla dans le nord-est, elle assassinée dans son âme, même si son corps a survécu au viol et à la torture durant de longues années dans le silence de l'horreur. Ce n'était pas mieux pour Gasner Raymond, jeune et brillant journaliste assassiné alors qu'il enquêtait sur la situation des ouvriers. Plus tard, sous le gouvernement du fils Duvalier, lorsque des journalistes et des militants des droits humains étaient arrêtés et expulsés, on disait « ils ont eu de la chance, ils n'ont pas été tués ». Est-ce que, Gigi Dominique, là je reviens sur des moments, tu reviens sur des moments particuliers, comme par exemple le souvenir de 1980, c'est un peu ce que, le 28 novembre 1980, quand on a fait
une razzia, une véritable razzia, à la fois sur des militants de droits de l'homme et des journalistes. Des journalistes, des hommes de médias. Ça a été une répression contre tout le mouvement démocratique, en fait. Ça t'a ramené au 28 novembre 80. Et comment tu as vécu ça? Parce que Gigi était journaliste à Radio Haïti. Comme les autres, comme les autres. Et c'est un souvenir toujours très lourd à porter. Toujours très lourd parce que à l'époque on ne savait pas. Parce qu'il faut être honnête. Si on n'a pas été tué, c'est parce que les patrons du gouvernement d'alors ont donné l'ordre de ne pas, cette fois, de ne pas tuer. Donc on avait toujours cette épée de Damoclès. On ne savait pas si on allait sortir vivant de prison, on ne savait pas si... Donc, c'est... On était dans la foulée de la liberté promise, entre guillemets, la liberté d'expression promise par le gouvernement. C'était Jimmy Carter à l'époque. Oui. Et après ça s'est resserré très rapidement. Mais bon, c'est une période qui a été difficile et qui a été le dernier gros mouvement de répression avant que la population commence à bouger et à protester. Le lecteur que je suis est content qu'il y ait ces rappels, est content qu'il y ait cette note pour la mémoire, pour l'histoire, pour la mémoire collective, qui souvent a tendance à se perdre. Mais comme je le soulignais, ça doit être dans certains cas, ça doit venir te chercher très très personnellement. J'ai fait des cauchemars. C'est vrai? Ah si? Ben, j'imagine. J'ai fait des cauchemars, très souvent. Ouais. D'ailleurs, quelqu'un me disait, mais il y a toujours des rêves dans tes livres. Je dis, c'est parce que j'ai une vie onirique très très agitée et en particulier des cauchemars. Quand je travaille sur un texte comme ça, ça m'arrive de rêver à des choses terribles. Mais bon, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour pouvoir continuer le travail de mémoire. Faut pas croire que c'est du masochisme. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Mais c'est aussi, tu te dis, pas investi d'une mission, mais tu te dis aussi que tu as la responsabilité. Je me suis donné cette responsabilité. Très bien. Parce que dès mon premier livre, qui a été publié d'ailleurs sous la dictature de Mémoire d'une amnésique. Mémoire d'une amnésique en 84, il y a un des membres du gouvernement Duvalier qui était venu à mon lancement à l'époque et qui m'avait dit « Oh, vous avez une bonne mémoire, mademoiselle. Bon, c'est parce que je racontais des choses. Et disant cela, c'était aussi une menace. Si, c'était une menace. À peine voilée. Et c'était surtout une façon de me dire, on a lu votre livre. Okay. Parce qu'il n'était pas encore sorti. C'est le jour du lancement. Donc, mais ça m'a frappé parce que je me suis dit, tiens, j'ai écrit un livre, je croyais que c'était en acquis, je croyais que personne ne comprendrait vraiment, et bien ils ont compris. Donc j'ai continué à fouiller dans cette mémoire, et plus le temps passe, plus je crois que je vais continuer. C'est un épisode intéressant que tu évoques en parlant de l'avant-signature de Mémoire d'une amnésique, Gigi, parce que ça voudrait dire, parce que les gens doivent comprendre, qu'avant même la sortie d'un livre, il y a des membres du gouvernement qui étaient censés lire le contenu du livre. C'est la censure. La censure, à une époque, il y a des revues françaises qui arrivaient en Haïti avec une page arrachée. C'est quand on parlait du gouvernement de François Duvalier. Ou de Jean-Claude. Ou de Jean-Claude, et que ce n'était pas très en leur faveur. Les censeurs arrachaient la page carrément. Donc c'était drôle, parce qu'en même temps on se disait, dès qu'il y a une page arrachée, ça veut dire que la revue en question parle contre le gouvernement, donc ça nous encourageait. Ouais. Tu termines donc le livre par un message, je dirais plus qu'une conclusion, et c'est cet échange que j'évoquais tout à l'heure, un échange pour ne pas laisser, comme tu dis, le mensonge ramper. C'est la vérité non racontée aux générations.
que tu évoques là-dedans, dans cet échange? C'est plus un souhait qu'un message. C'est Ok. plus un souhait. J'espère qu'on va continuer, que les gens vont continuer parce que... et on n'est pas les seuls, hein, on n'est pas les seuls. Il y a toutes sortes il y a toutes sortes d'histoires qui sont tues, qui sont occultées pour que les gens ne sachent pas ce qui s'est passé ici au Québec. On n'a pas su pendant très longtemps qu'il y avait eu des esclaves. Donc, bon, esclaves indiens, esclaves noirs. Ah oui, oui. Donc, les gens ont découvert ça. Marie-Angélique. Les gens ont découvert ça. Donc, partout, je crois que partout, les classes dominantes veulent empêcher qu'on garde la mémoire de ce qui n'est pas très, très honorable pour elles. Donc, je crois que c'est un devoir que nous avons tous de ne pas laisser ces choses-là disparaître. Il y a le combat des survivants, puisque tu évoques cette période, par exemple, au Canada, c'est pour nous ramener vers des époques d'horreur, pour que cela ne se reproduise, c'est-à-dire les pensions, exact. Absolument, il faut qu'on garde la mémoire de tout ça. Pourquoi j'ai parlé tantôt de mission ou de message, je termine avec cet extrait. Avec Isabelle et Karine, nous étions décidés à inventer les moyens de faire ce travail. Livres, vidéos, films, sans pour autant abandonner l'idée de faire endosser à Jean-Baptiste, de force si nécessaire, l'habit d'un passeur de mémoire. Nous commencerons dans la diaspora, à New York, Miami, Montréal. Il ne manque pas de jeunes qui ont soif d'apprendre et d'écouter des paroles susceptibles de défricher le chemin. Jean-Baptiste est comme l'anguille, il glisse entre les doigts. J'ignore qui remportera cette joute, ma cousine était dessus, Mamona l'aurait adoré, etc. Mais il y a là, que tu le veuilles ou non, cette mission que tu estimes importante, pas pour toi seulement, qu'un certain nombre de gens qui sont dépositaires de cette histoire immédiate, pour ceux qui savent. Pour tous ceux qui savent, parce que c'est ça, je crois, qui est important. Il y a des tas de gens qui connaissent l'histoire, il y a des tas de gens qui savent ce qui s'est passé et qui se taisent. Alors, ça va recommencer. Qu'est-ce que tu voudrais que ton livre soit, Gigi? Oh, qu'il soit agréable à lire d'abord. Parce que quand même, c'est un roman. S'il n'est pas agréable à lire, à ce moment-là, ça ne vaut pas le coup. Mais j'espère qu'il pourra aussi apprendre à les plus jeunes ce qui s'est passé à cette période-là. Parce que c'est ça. J'espère que les plus jeunes que nous pourront découvrir cette réalité. Malheureusement, il y a cette pédagogie qu'on aurait souhaité aussi, c'est-à-dire que les jeunes générations apprennent, sachent que le crime ne paie pas, mais que ça se paye. La notion de justice, hein, par rapport à... Maintenant, revenons sur cet aspect pour terminer. J'ai demandé à Gigi pourquoi avoir écrit ce livre. La question, j'espère que c'est agréable à lire. Et tu le sais, les livres de Gigi sont toujours agréables à lire et surtout faciles à lire malgré l'écriture très châtiée. Si tu devais lire un extrait pour... Oula, c'est difficile, ce serait peut-être... au hasard. Au hasard, Mamona, parce que c'est mon personnage préféré, comme toujours. J'ai toujours des vieilles femmes dans mes histoires. Ouais. La Célestine. Oui, j'ai toujours des vieilles femmes. Et, oui. Tu es à ton sixième livre, oui. Ouais. Ouais, depuis Mémoire d'une amnésique. Ouais. Ouais. Alors tiens, je prends ce passage de Mamona, où elle dit « Ma fille m'avait caché certains détails. Sa voix n'aurait rien changé. J'ai écouté Karine qui parlait à voix basse en rangeant mes vêtements dans une petite valise. J'ai regardé le visage attentif de Coralie qui caressait une photo de Philippe et sa question ne m'a pas étonnée. Pourquoi n'en avoir jamais parlé? C'est la question récurrente de ma petite fille. Tous les drames que nous avons eus,
les nôtres, ceux de nos parents, nos amis, nos voisins. Nous étions tous dans une spirale de silence qui pour Coralie se confond avec le mensonge. Car il ne nous a pas menti. Son père et moi ne pouvions ignorer la mort de Philippe. Le gouvernement s'est gargarisé d'avoir déjoué un énième complot, un débarquement de pluie. Et le nom de mon fils a été étalé à la une des journaux. Il n'avait pas de photo récente. Sur celle publiée, Philippe a 17 ans, l'année du baccalauréat, et la photo est celle de sa fiche d'inscription au ministère de l'Éducation. Il a l'air d'un enfant. Sur l'autre photo du journal, il a les bras attachés, les vêtements déchirés, des ecchymoses zèbrent son torse nu et son visage, le rendant presque méconnaissable. Je n'ai pas gardé le journal. Pourtant, j'avais bien regardé les mains, le torse, le visage de mon fils, et dans mon chagrin, j'avais admiré son regard fier. Très, très bel extrait du sentiment qui anime une mère. Gigi Dominique, toujours le même plaisir d'échanger avec toi. J'espère que c'est pas la dernière fois que tu passes sur notre plateau. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Voilà, j'espère que vous avez eu autant de plaisir d'écouter Gigi Dominique que moi, parce que écouter Gigi c'est une chose, lire Gigi Dominique c'en est une autre, avec autant de plaisir. Et comme c'est toujours le cas, n'oubliez pas de réagir, de partager et surtout de poser des questions. Gigi se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je vous le dis, c'est la saison des festivals, c'est la saison des salons de littérature, etc. qui commence. On va recevoir plein d'auteurs, de cinéastes, de musiciens et la trier. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée. À bientôt.